Bonjour, hein. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le nouveau webinaire organisé par RH Partners à l'Île-de-France sur l'Académie d'entreprise 3.0 qui va nous poursuivre jusqu'à 10 heures sur ces thématiques qui nous a semblé intéressantes avec la participation de Pascal Brunjon qui est expert en mise en place d'académies et en ingénierie de formation et en lien avec les ressources humaines, et également Vincent Caltabellota, de la startup YouMonkeys, qui nous a semblé important aussi de mettre en avant et qui vient en complément des différentes actions qui peuvent être mises en place par RH Partners. Donc, pour ceux qui n'ont jamais participé à ces événements, c'est très simple. Vous avez une petite fenêtre à droite sur laquelle vous pouvez poser un certain nombre de questions. Vous avez un chat où vous pouvez partager des questions. Vous avez aussi un onglet marqué questions, où là, vous pouvez poser des questions beaucoup plus techniques et sur lesquelles on pourra répondre soit en cours de webinaire, soit revenir à l'issue du webinaire, sachant que vous aurez tout à fait possibilité, si vous avez un empêchement au cours du webinaire, d'avoir un replay sur ces webinaires et de pouvoir y accéder voilà, plus tranquillement, de le partager avec d'autres personnes. Le sujet nous a semblé important avec Pascal, même si il y a eu quelques réflexions en disant que c'est peut-être un peu daté. Ce qui est peut-être daté, c'est ce qui existait avant, mais ce qui existe aujourd'hui, en tout cas, n'est pas daté à notre sens. Et c'est pour ça qu'on l'a appelé 3.0 pour donner un peu de nouveauté et pour intégrer également les nouveaux modes de formation. Et dans le contexte aujourd'hui, dans le contexte actuel qu'on vit depuis un an principalement, il nous a semblé important de remettre à jour la notion et l'idée et le projet d'académie d'entreprise, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, et comment le faire évoluer également. En quelques mots, Pascal et Vincent vont se présenter juste après. RH Partners, on a une activité, alors on réalise des formations et on verra également, j'interviendrai pour vous dire qu'on a aussi une académie d'entreprise et elle s'inscrit bien dans ces objectifs et dans ces principes d'activité et d'importance qu'on va développer, que Pascal et Vincent et moi-même allons développer. RH Partner, 4 activités principales, une activité de recrutement, une activité d'accompagnement individuel en cas de bilan de compétences et de placement, retraite, accompagnement VAE aussi, qui peut tout à fait être intéressant dans le cadre de nos échanges, activité de mobilité, on gère aujourd'hui des dispositifs de mobilité collective, et puis activité de conseil RH et management, qui vont dans le contexte d'organisation, de transformation, où on va accompagner dans le cadre de coaching, dans le cadre mais également de formation. Aujourd'hui, on a pas mal de programmes de formation liés au RPS ou au QVT, par exemple, mais aussi au management. Voilà, l'objectif, c'est pas de vous présenter RH Partner, c'est de mettre au cœur du sujet, au cœur du débat, l'Académie d'entreprise. Pascal, peut-être te présenter avant de démarrer avec Vincent ensuite. Très bien, bonjour à tous, merci de votre participation. Donc, je suis Pascal Brunjon, j'ai une expérience d'une trentaine d'années dans le domaine de la formation, une dizaine d'années dans le domaine de la formation académique, et puis une vingtaine d'années dans le domaine de la formation professionnelle en entreprise, comme formateur, comme gestionnaire et créateur de centres de formation à l'échelle internationale, un petit peu partout dans le monde, et ensuite comme directeur d'académie dans une entreprise de service à l'environnement. Merci, merci Pascal. Vincent, même exercice avant de démarrer? Oui, en quelques mots, et donc j'ai la chance d'avoir créé et de diriger aujourd'hui YouMonkeys, qui est une start-up spécialisée dans le micro-learning. Alors, on fait différentes choses. On a créé une université du micro-learning, donc on forme au micro-learning, on a une plateforme de micro-learning, on a un catalogue de micro-learning, bref, tout ce qui est micro-learning. Et puis, à côté, j'ai une autre activité qui est mon activité historique, c'est que je suis auteur conférencier spécialiste de l'entreprise du XXIe siècle. Et donc, je travaille sur l'évolution des métiers, des compétences, l'intégration de l'intelligence artificielle, l'évolution des modèles économiques. Voilà ce qui me passionne au quotidien. Et ce qui m'a amené à monter YouMonkeys, bien sûr. Voilà.
Merci. Petite précision, donc vous aurez, donc encore une fois, vous avez un onglet pour poser des questions, l'onglet questions. Vous avez des problèmes techniques, vous n'hésitez pas à vous utiliser le chat. Si vous avez un problème de déconnexion et comment se reconnecter ou quelques problèmes techniques, donc on est là aussi pour vous aider dans le cadre, donc sur l'onglet chat. Et puis vous aurez à différents moments des sondages qui vous seront posés, voilà, qui pourront nous permettre de bien diriger vraiment la discussion sur vos intérêts. Et puis, si vous avez des questions, évidemment, je ferai le porte-parole, je vous ferai votre porte-parole et je les transmettrai à Pascal et Vincent en direct pour qu'ils puissent apporter des questions. Vincent, Pascal, Académie d'entreprise, un projet gagnant. Alors, c'est quoi d'abord une académie d'entreprise? Je crois que c'est le premier sujet. Ouais, c'est le premier sujet, effectivement. Moi, j'ai plein de questions à poser à Pascal et puis à toi aussi, Serge, et puis ça va nous permettre d'échanger pendant ces quelques minutes. Et effectivement, la vraie question, c'est est-ce qu'on est déjà tous d'accord sur la définition de ce qu'est une académie d'entreprise et qu'est-ce que c'est vraiment au-delà d'avoir un service formation? Moi, j'ai besoin de comprendre, Pascal, de par ton expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, tout à fait. Merci Vincent. Alors, effectivement, l'académie d'entreprise ou l'université d'entreprise a une longue histoire. Si on se repositionne un petit peu sur le fil historique, les premières universités sont apparues au Moyen-Âge et sont apparues en Europe. On connaît tous encore ces universités très célèbres que sont l'université de Salamanque en Espagne, la Sorbonne à Paris et bien sûr l'université d'Oxford. Plus récemment, effectivement, vous m'entendez? Ouais, voilà. Plus récemment, on t'entend très bien. Ça devrait aller. Micro-coupure. Et les universités d'entreprise, elles, effectivement, sont apparues il y a plus d'une centaine d'années et sont effectivement d'essence américaine. Donc, dans les années 20, General Motors avait déjà son université, son académie d'entreprise. Et ensuite, dans les années 60, de grandes entreprises comme General Electric et McDonald's, avec la bien connue Hamburger Academy, sont apparues aux États-Unis. Donc, les académies d'entreprise, les universités d'entreprise sont bien nées aux États-Unis. Elles sont arrivées en Europe dans les années 70. Ça a tout d'abord été Fiat, puis Accor, Carrefour. Et aujourd'hui, en l'an 2000, on comptait dans le monde plus de 2000 universités d'entreprise. Et on a connu une croissance assez extraordinaire ces 20 dernières années, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'on compte plus de 4000 universités d'entreprise dans le monde, notamment avec un boom ces 20 dernières années, une forte croissance en Chine et avec la mise en place de ces universités d'entreprise. En France, aujourd'hui, l'essentiel des grandes entreprises, les entreprises du CAC 40, ont une université d'entreprise. Et aujourd'hui, on considère qu'il y a plus de 120 académies d'entreprise dans des groupes comme Thales, Veolia, la RATP et EDF. Donc aujourd'hui, pourquoi créer une académie d'entreprise? Quels sont les objectifs primordiaux pour créer cette académie d'entreprise? Au premier rang desquels, on peut citer le fait que l'académie d'entreprise permet à l'entreprise de se pourvoir en compétences et en compétences qu'elle ne peut trouver directement sur le marché par le biais du recrutement. Ça, c'est en général le premier objectif qui est cité. Le second objectif, c'est bien sûr l'accompagnement stratégique de l'entreprise dans le cadre de sa transformation. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup effectivement de transformation digitale de l'entreprise et également des transformations organisationnelles qui sont liées. Et donc, l'académie d'entreprise, tout d'abord par la formation des cadres dirigeants, et dans le cadre des formations métiers, va accompagner l'entreprise dans la déclinaison stratégique de ses objectifs. C'est-à-dire que l'académie d'entreprise va rendre opérationnelles les décisions stratégiques. Alors, c'est aussi, bien sûr, à ce titre-là, un outil de communication et de diffusion des bonnes pratiques. Troisième intérêt, pourquoi créer une académie d'entreprise, c'est de forger une identité et une marque, une culture commune à l'ensemble de l'entreprise, aux différents périmètres de l'entreprise, aux différents territoires et aux différentes filiales. C'est un vecteur d'harmonisation et de développement important du sentiment d'appartenance. On est tous ensemble et on est orienté, focus vers un même objectif.
À ce titre-là, on verra qu'effectivement, il y a plusieurs outils, hein. Il y a des plateformes de partage de la connaissance, de partage des bonnes pratiques. Et puis aussi, il y a tout ce qu'on peut organiser effectivement en présentiel en termes de séminaires, d'intégration, de conventions d'entreprises et également de programmes ciblés par population en termes d'expertise, métier et également en termes de haut potentiel, hein, ce qu'on appelle les HIPO et également ce qu'on appelle les programmes spécifiques pour les Young Leaders. Au-delà de ça, il y a la volonté effectivement de la mise à disposition de savoirs communs via les outils digitaux. Donc, on y reviendra. La transformation digitale est un des objectifs très importants de l'Académie d'entreprise. Et puis, l'objectif final, bien sûr, c'est le développement du capital humain et au-delà de ça, du capital social et organisationnel de l'entreprise. D'accord. Ouais, donc, effectivement, il y a beaucoup de différences. Ma question, c'était qu'est-ce qui différencie une académie d'un service formation classique? Donc là, tu nous as bien montré que c'est un projet global qui permet de faire évoluer des compétences, qui permet d'intégrer, qui permet de diffuser, qui permet de fédérer, qui permet de transmettre aussi une stratégie. En fait, les enjeux sont vraiment très importants, d'où cette augmentation, comme tu dis, du nombre d'académies. Et je sais que tu as identifié, toi, dans ta manière d'intervenir, 7 piliers forts qu'on doit suivre, ou en tout cas qui font la spécificité d'une académie d'entreprise. Même si on en a évoqué déjà certains, est-ce que tu peux nous les expliquer? On fera le focus sur certains, mais déjà dans les grandes lignes, ces 7 piliers. Tout à fait. Merci Vincent. Donc, au premier rang desquels, les 7 piliers, le premier, c'est effectivement la stratégie d'entreprise. Au-delà de la déclinaison de la stratégie d'entreprise, l'académie d'entreprise doit servir à développer ce qu'on appelle des avantages compétitifs. 2 axes prioritaires, l'accès à des métiers nouveaux, hein, par rapport notamment à la non-disponibilité de ces métiers et de ces compétences sur le marché. L'académie d'entreprise va permettre de faire face aux difficultés de recrutement, notamment par rapport aux métiers en tension. Donc ça, c'est un premier aspect très, très important qui donne effectivement un avantage compétitif à l'entreprise par rapport à ses compétiteurs. Et puis, plus globalement, ça va lui permettre également d'aborder des marchés nouveaux via le transfert de savoir-faire clé en main. L'entreprise va délivrer un produit et un service. Si elle est capable de délivrer, on va dire, le transfert de savoir-faire associé à ce produit et ce service, c'est un véritable avantage compétitif pour conquérir de nouveaux marchés, et notamment à l'international. Donc, premier pilier, c'est la stratégie d'entreprise. Deuxième pilier, c'est un carrefour de communication extrêmement important et, entre guillemets, nécessaire et profitable. L'académie d'entreprise permet la création de réseaux internes. Alors, on peut créer, bien sûr, des réseaux d'experts, des réseaux de compagnons, des champions avec un maillage territorial important et puis également de formateurs internes, formateurs internes permanents et formateurs internes occasionnels qui, eux, vont être en prise directe avec les problématiques de terrain, vont à la fois pouvoir décliner la stratégie d'entreprise via la formation, mais vont également favoriser la communication et la remontée d'informations. Donc, deuxième pilier, le carrefour de communication. Troisième pilier, la marque employeur et le recrutement et la fidélisation. Développer l'attractivité en interne, c'est vraiment quelque chose d'important pour fidéliser les collaborateurs, favoriser la rétention des talents et des hauts potentiels. Et puis, à partir de là, si vous voulez, on a des outils concrets qu'on peut mettre en place dans notre académie. D'intégration, donc l'accueil. Il ne faut jamais rater. Ah, on a un petit souci. Vous m'entendez? Moi, je t'entends. Il ne faut jamais. Je t'entends très bien. C'est bon, Pascal, il n'y a pas de souci. On t'entend très bien. Vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien, oui. Pascal. Bon, il ne faut jamais rater une occasion de faire une bonne première impression. Donc, l'accueil des nouveaux collaborateurs, ce qu'on appelle le onboarding, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, on peut associer ces programmes. Alors, nous avons un petit souci de déconnexion. On va retrouver tout de suite Pascal.
Écoute, le temps que Pascal se reconnecte, Serge, ça tombe très bien parce que j'avais une question à te poser. Oui, il n'y a pas de souci. Sur les, toi, tu accompagnes la mise en place de certaines académies. J'imagine que tu te retrouves dans ces piliers, dans ces forces et dans ces enjeux. Tu as une belle success story. Donner le nom de l'entreprise, mais en quelques mots, est-ce que tu as une success story intéressante qui pourrait inspirer ceux qui nous écoutent? Oui, on a pu travailler avec une entreprise sur le retravailler de manière globale l'ensemble de sa formation, enfin l'ensemble de son sujet formation. Et ce qui est important, moi je trouve, par rapport à la notion d'académie, c'est d'avoir cette vision systémique, c'est-à-dire de ne pas se dire on aborde juste un point de la formation, mais ce sujet formation et ce sujet développement des compétences, captation des talents, elle s'insère à toute la vie, tous les moments de la vie de l'entreprise. Et donc on a pu, j'ai pu travailler avec des services formation qui effectivement, voyant en fait les différentes problématiques qui se posaient et prenant le sujet d'une manière globale, étape pilier par pilier, comme dit Pascal, que j'ai rejoint, qui est juste à côté de moi parce qu'on a une petite coupure, et il va reprendre juste après. Et prenant ces sujets-là, ça a permis de retravailler avec l'entreprise ces sujets formation d'une manière globale, mais aussi ces sujets de marque employeur, ces sujets de recrutement, et de revoir et aussi de développer, enfin de tout simplement qui a été intégré dans un projet d'entreprise. Il peut être intéressant en tout cas, alors qu'on appelle encore une fois, comme disait très bien Pascal, académie, université, quel que soit le nom, ça s'intègre très clairement dans un projet d'entreprise. Quand une entreprise, par exemple, change de taille, ou elle réalise une fusion, ou elle va se réorganiser. Et dans ce cas-là, oui, ce qui est important, c'est d'accompagner et d'accompagner. Alors, appui de la communication, c'est le sujet sur lequel on peut travailler. Et puis, accompagnement des différentes équipes, accompagnement des RH aussi, tout ça doit passer par les RH. Il faut l'intégrer également dans les entretiens professionnels. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Souvent, ça peut permettre effectivement de retravailler totalement le sujet formation, le sujet intégration. Ok. Alors, Pascal est juste à côté de moi, donc il va pouvoir reprendre. On pensait que vous étiez loin l'un de l'autre, mais non, vous étiez à côté. Alors, vous êtes à Paris. On parlait de la marque employeur. Vous nous entendez? Oui, c'est bon. Oui, bon. Ça y est. Nouveau. Donc, on parle effectivement. Oui. Sur ces 7 piliers. Et donc, je te laisse continuer. Il doit en rester 4, je crois, si j'ai bien compté. Tout à fait. Voilà. Alors, effectivement, le quatrième pilier qu'on peut citer, c'est l'efficacité opérationnelle et commerciale. L'université d'entreprise va permettre de nouer des partenariats très importants. Alors, ces partenariats, par la mise en commun des moyens et des ressources, on parle beaucoup de partenariats avec les universités, partenariats avec les écoles de formation professionnelle, etc., vont permettre à la fois une harmonisation corporate des pratiques sur le périmètre, mais aussi un gain, si vous voulez, en termes de coûts et de ressources très importants. Et puis, on peut effectivement sourcer et développer une notoriété importante, développer ce qu'on appelle la marque employeur dans ce cadre-là. Donc, voilà, le quatrième pilier, c'est l'efficacité opérationnelle et commerciale par la mise en place de partenariats, notamment de partenariats école-entreprise. Le cinquième pilier, c'est qu'avec votre académie d'entreprise, dans le cadre aujourd'hui de la réforme de la formation professionnelle, le collaborateur, et c'est d'ailleurs le sens et l'esprit de cette réforme, devient acteur de sa formation. Alors, il y a deux aspects importants, et Vincent y reviendra très complètement, et c'est très, très important, et c'est très motivant pour le collaborateur, c'est l'ensemble des outils digitaux qui vont être mis en place dans l'entreprise. Alors, on parle bien sûr de LMS, de plateforme digitale, d'accès, on va dire, généralisé, universel à des contenus digitaux. On parle également, donc ça c'est la LMS, le Learning Management System. On parle également de la mise en place de TMS. On verra plus tard que effectivement la mise en place de la TMS favorise une plus grande réactivité dans la mise en place du plan de formation et donc permet aux collaborateurs, à partir du moment où il exprime son besoin, d'avoir un retour beaucoup plus important et permet aussi aux managers de valider l'efficacité de la formation en lien avec ses objectifs business, on va dire. Donc, c'est très, très, très important, ces outils de digitalisation. Deuxième aspect, c'est un aspect plus institutionnel, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, et vous le pratiquez certainement, le compte
personnel de formation, le fameux CPF, qui redonne la main, entre guillemets, au collaborateur, parce que le collaborateur dispose aujourd'hui d'une enveloppe monétaire qu'il peut utiliser et qui lui permet d'élargir son champ de compétences. Alors, bien sûr, en lien avec l'entreprise, l'utilisation de ce CPF peut être éligible sur différentes formations et peut être éligible également en co-construction sur des parcours qui peuvent être co-construits avec l'entreprise, où l'entreprise peut abonder soit en temps, soit de manière financière. Donc, c'est également très important et là, ça redonne la main dans le cadre de l'académie d'entreprise aux collaborateurs avec un partenariat, une motivation et un engagement plus important. 6e pilier, c'est l'optimisation des coûts de formation. Donc, la digitalisation, donc on considère, on verra que la digitalisation permet globalement, puisqu'on économise sur les coûts, notamment de transport, d'hébergement, de restauration, un gain de 20 à 30% sur les coûts de formation. Et par rapport à ça, également en lien avec les partenariats qui peuvent être mis en place, vous allez, on va dire, redonner un petit peu d'oxygène à votre budget formation par la mise en place de l'ensemble de ces outils et de ces process. Et enfin, dernier point important, c'est l'amélioration de la performance formation. Comme on l'a dit, vous démultipliez vos modes d'apprentissage, donc ce qui va améliorer la performance et la réactivité, et également vous généralisez l'accessibilité. Ça veut dire, et c'est également une obligation réglementaire, que l'ensemble de votre population va avoir accès à l'outil formation aujourd'hui. Et donc, avec la mise en place de KPI opérationnels, mais également de KPI financiers, vous pouvez suivre l'efficacité de votre formation, voilà, dans ce sens, et de la performance des outils que vous aurez mis en place dans votre académie. Donc, voilà les 7 piliers, Vincent. D'accord, ok, bon, bah, c'est complet, c'est génial, j'ai tout compris. On parle un peu de digital, tu l'as évoqué tout à l'heure, et puis moi, c'est un sujet qui me passionne, donc forcément, j'ai envie d'en parler un petit peu. Comment tu vois le digital? J'allais dire, il y a un an, on faisait encore des conférences, on disait c'est important d'avoir du digital, c'est important de le mettre en place. Bon, bah, aujourd'hui, on sait que c'est intégré quasiment nativement dans nos organisations, et particulièrement depuis un an. Comment on parle digital dans une académie? Comment tu vois la chose, toi? Alors, le digital, effectivement, aujourd'hui, c'est primordial, c'est essentiel, c'est un des piliers de l'académie. Et aujourd'hui, on n'est plus, alors on était en descendant, pour le dire en français, et aujourd'hui, on est plutôt en montant. Voilà. Ça veut dire que le collaborateur, aujourd'hui, grâce au digital, va devenir un véritable acteur du développement de ses compétences. Qu'est-ce que permet le digital dans ce sens-là? Eh bien, il permet un libre accès, c'est-à-dire que l'ensemble des formations, mais des formations stratégiques, juridiques, par exemple concurrentielles, pour l'ensemble des cadres dirigeants, mais également pour l'ensemble de la population d'une entreprise, peut être accessible. Alors, on peut donner une partie des formations qui sont en libre accès, donc ça, c'est pour la déclinaison stratégique de l'entreprise. Une deuxième catégorie de formations qui sont en accès après validation, avec un circuit de validation beaucoup plus rapide, validation par la RH, validation par l'opérationnel, avec des parcours sur des populations cibles. Et puis enfin, on l'a déjà cité, il y a les formations CPFables, donc avec possibilité de co-construction pour l'entreprise, ce qui redonne initiative aux collaborateurs et ce qui redonne aussi de l'autre côté des moyens financiers dans le cadre d'un dialogue social constructif avec l'ensemble des collaborateurs. Ça, c'est le premier point de la transformation digitale. Deuxième point, c'est un process vertueux, on va dire, d'enrichissement régulier des contenus avec un mode collaboratif. C'est-à-dire que quand on met en place un système complet, l'ensemble des collaborateurs peuvent être utilisateurs de la plateforme, mais peuvent aussi être contributeurs et déposer des contenus qui, bien sûr, seront diffusés à l'ensemble des collaborateurs après validation. Ça peut être des contenus théoriques, ça peut être des contenus pratiques, ça peut être de la vidéo, des petites vidéos applicatives sur les gestes techniques. Voilà. Donc, on crée comme ça un fond documentaire et le collaborateur n'est plus simplement utilisateur, mais il est aussi prescripteur et il enrichit aussi les contenus de formation. Donc, ça, c'est également un avantage du digital. Alors, vous pouvez avoir effectivement dans votre entreprise ce qu'on appelle un DLM,
Digital Learning Manager, qui, lui, va pouvoir, après, harmoniser ses contenus et vous mettre en forme l'ensemble des contenus. Donc, le troisième avantage du digital, c'est vraiment la réactivité et le lien entre formation et objectifs opérationnels. La mise en place d'un SIRH formation d'une TMS vous permet de réduire le cycle global de la formation. Aujourd'hui, entre l'émission d'un besoin de formation et puis sa mise en œuvre concrète et la validation de ses effets, c'est un an et demi. Avec la mise en place d'une TMS où le collaborateur peut lui-même exprimer son besoin et rentrer dans un circuit de validation, vous pouvez réduire ce cycle à 3 mois. Donc, avec une efficacité opérationnelle et une efficacité business beaucoup plus importante. Ça veut dire, je te coupe 2 secondes, ça veut dire que ça permet, en augmentant la réactivité, on augmente finalement la rapidité de monter en compétence des collaborateurs et voire on peut en former plus en moins de temps. Tout à fait. Et en même temps, si tu veux, on peut répondre à ces objectifs business. C'est-à-dire, on a un nouveau chantier qui s'ouvre, on a de nouvelles compétences pour ce nouveau chantier. On peut beaucoup plus vite répondre positivement à son client et avoir une satisfaction client et répondre à ses enjeux de développement commercial beaucoup plus rapidement. Donc, il y a aussi un impact business de satisfaction client de l'entreprise qui est avéré. C'est intéressant, je te coupe 2 secondes dans ton explication, mais justement, ce que je trouve bien, ça veut dire, si j'ai bien compris ce que tu dis, c'est que on passe d'un monde où avant la formation était quelque chose qui était géré plutôt, il y a beaucoup de chats dans ma pièce, on passe d'un système où la formation est plutôt historiquement dans l'évolution des compétences long terme, dans une évolution de carrière. Aujourd'hui, on fait de la formation court terme, rapidement pour répondre à un projet, à un objectif que l'on va avoir là dans notre métier très concrètement. C'est bien ça. Ce qui n'empêche pas d'avoir… Alors, c'est ça, c'est-à-dire que mais il y a les deux en même temps. C'est-à-dire que le digital permet de répondre aux objectifs business avec une montée en compétences rapide, mais en même temps, on a des parcours de fond qui permettent la montée en compétences et la projection des collaborateurs tout au long de leur carrière. Donc, les deux sont associés et permettent à la fois le maintien des compétences, la montée en compétences et la progression et l'évolution de carrière. D'accord, ok, j'ai tout compris. Le digital autorise l'ensemble de ces possibilités. Après, le quatrième aspect très important du digital, c'est que, comme on dit aujourd'hui, c'est responsive. C'est-à-dire que c'est adapté et accessible à l'ensemble des matériels dont disposent les collaborateurs. Donc, ça peut être un ordinateur, ça peut aussi être une tablette, et puis c'est aussi aujourd'hui les smartphones dont sont en principe équipés l'ensemble des collaborateurs. Donc, on a quand même une universalité, on va dire, d'accès, que ce soit en termes de temps, de lieu ou d'outils. Alors, voilà. Ça, c'est l'aspect universel, everyone, everywhere, every time. On couvre l'ensemble de la population sur le champ le plus large possible. Tout périmètre, tout champ, comme disent les qualiticiens. Voilà. Et enfin, on a une satisfaction aussi de l'utilisateur. Parce que ces applications, alors c'est vrai que ça a beaucoup évolué ces derniers temps et je pense que Vincent va vous montrer qu'aujourd'hui, ça peut être very user-friendly, comme on dit. Il y a un véritable plaisir à utiliser. Alors, maintenant, tout le monde utilise les smartphones, les parents, les enfants, etc. Mais on a des applications de learning qui sont vraiment aujourd'hui très sympas, très accessibles et on prend du plaisir en apprenant. Voilà. Donc, je passe… Je voudrais juste réagir et demander quand même, je vais changer le questionnaire, que Vincent, tu peux peut-être développer sur cette partie digitale, parce que c'est quand même le cœur des activités de YouMonkeys, peut-être sur les éléments qui semblent pour toi importants aussi dans cette approche digitale. Alors, c'est effectivement le cœur de mon activité chez YouMonkeys et ça fait des années que je travaille sur la digitalisation des RH. C'est un domaine qui est passionnant parce que les RH, même dans son nom, ressources humaines, on parle d'humain. Et moi, j'adore parler technologie quand on parle d'humain pour voir le mariage des deux, comment ça peut se faire. Donc c'est un sujet qui m'anime. Le point que je voulais faire aujourd'hui est le suivant, c'est que… Alors, j'ai un petit écho, par contre, je ne sais pas si c'est de votre côté ou du mien, je vais baisser.
qui m'anime, en tout cas qui m'a animé dans la création de YouMonkeys. Alors, vous voyez le nom, il y a une petite baseline en dessous. YouMonkeys, quand vous le dites vite, YouMonkeys, en fait, à la base, c'est Human Keys. Donc, on invente les clés digitales pour être humain. Vous voyez le mariage des deux. Et en fait, moi, ma réflexion, elle est venue justement d'une discussion que j'ai eue avec une DRH à l'issue d'une formation, d'une conférence, pardon, que j'avais faite à Lyon. Je me souviens, cette DRH qui m'avait dit, c'est génial de parler comme ça d'employabilité, d'évolution des compétences, mais moi, je rêverais d'avoir un outil qui permet à mes collaborateurs de se former chaque jour, qui leur donnerait envie de se former chaque jour. Et cette phrase, moi, elle m'a tilté parce que je me suis dit, est-ce que dans le fond, dans l'entreprise, on a envie de se former déjà? Est-ce que, en général, on a un besoin de formation, mais on n'a pas toujours une envie de formation, ce qui est un peu différent. Donc, comment générer l'envie, puisque cette envie, elle est à la base de toute évolution de compétences aujourd'hui dans nos entreprises et on en a besoin. Et puis, la deuxième chose, c'est se former chaque jour, c'est une forme de responsabilisation face à notre formation. Et là, on est vraiment au cœur, et c'est intéressant ce que tu disais, Pascal, tout à l'heure, de coller au business, de coller à notre travail quotidien. Moi, c'est ma vocation, en fait, c'est comment j'apporte à un collaborateur qui a un besoin à un instant T cette connaissance rapidement parce qu'il n'a pas envie d'y passer 2 jours. Et puis aussi, eh bien, le micro-learning ou le fast learning, c'est-à-dire former des gens par petites capsules comme ça en moins de 5, 10, 15 minutes grand maximum. Eh bien, l'autre objectif, c'est de mettre de la formation un peu tout le temps comme ça et de faire avancer nos compétences, de faire évoluer nos compétences justement un peu chaque jour. Mais par contre, si on veut donner envie aux collaborateurs, il faut que le support soit sympa. Et on sait bien que même un support sympa, s'il faut y aller, s'il faut se connecter, s'il faut faire tout un tas de démarches, il faut y penser, etc., en fait, on n'y va pas. C'est pour ça que nous, on est dans une logique de ce qu'on appelle de push learning, c'est-à-dire qu'on pousse la formation au collaborateur sur son smartphone ou son ordinateur d'ailleurs. Et dans les slides, j'avais présenté un petit slide, là, si on peut passer juste au suivant. Ce qui est intéressant, c'est que moi, quand j'ai imaginé cette pédagogie, puisqu'à la base, j'ai imaginé une pédagogie, je pensais même pas que ça pouvait s'appeler micro-learning. Moi, je parlais de formation par micro-stimulation. Comme les coachs sportifs qui vous font des petites stimulations comme ça n'empêche pas de faire du sport tous les jours, mais un petit peu plus comme ça, d'avoir des petites impulsions, et ça permet de s'améliorer. Et c'est vraiment la philosophie. Et il se trouve qu'il y a une étude de ISTF qui montre que le micro-learning et le fast learning gagnent 300% d'attraction, on va dire, en 3 ans. C'est énorme. Ça veut dire que d'après les professionnels de la formation, c'est-à-dire des responsables formation, des directeurs d'académie, des responsables d'OF et des formateurs, le micro-learning et le fast learning a le vent en poupe. Alors, pourquoi il a le vent en poupe? Parce que, je vais tout de suite casser un faux ami, on me dit toujours, ouais, mais est-ce que c'est de la formation? Est-ce que ça remplace, etc. Le micro-learning ne remplace pas. Comme je dis, je ne veux jamais former mon chirurgien cardiaque au micro-learning, ce serait trop risqué pour moi, ça ne marcherait pas. Ni mon comptable, ou alors j'en aurais besoin dans 10 ans. Donc, ça ne remplace pas tout. Par contre, ça vient en complément. Et c'est là où on est au cœur de cette transfo digitale, et c'est exactement ce que tu disais, Pascal, tout à l'heure, c'est que comment coller aux besoins d'évolution quotidien. Forcément, notre métier évolue plus vite que tous les 2 ou 3 ans quand on peut faire une formation, et encore, on ne fait jamais de formation vraiment fondamentale, donc forcément, c'est beaucoup trop long. Donc, le micro-learning, il intervient un peu chaque jour pour faire évoluer nos compétences, comme un fil d'actualité sur un réseau social qui vous met dans un schéma de pensée, et tout doucement, ce schéma de pensée vous fait évoluer. Ça, c'est la première chose, mais aussi pour répondre à un besoin ponctuel de formation, comme tu l'as dit tout à l'heure, Pascal. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on se rend compte, et tu l'as dit aussi tout à l'heure, tu parlais d'onboarding, c'est qu'on se rend compte, et de stratégie d'entreprise, c'est qu'on se rend compte que le micro-learning est le format, ou l'un des formats, mais de mon expérience plus envie de dire, le format quasi idéal pour travailler une transmission de stratégie auprès d'une équipe en amont d'un webinaire ou d'un séminaire, d'une journée de lancement, d'un copil, d'un codir, peu importe. C'est vraiment un outil idéal de, comme ça, transmettre une stratégie sur une semaine. Ça permet d'ancrer dans la mémoire à long terme les choses, mais très facile aussi, très utile dans l'onboarding. Et on a, nous, des projets d'onboarding en micro-learning qui sont hyper intéressants puisque
la meilleure manière d'intégrer quelqu'un, ce serait de lui donner un coach chaque jour pendant son premier mois, par exemple, qui vient lui expliquer toute l'entreprise. Bah forcément que ça ne peut pas être possible. Par contre, le coach, il peut être virtuel. On travaille aussi de la communication interne, donc la stratégie d'entreprise, je le disais tout à l'heure. On peut faire de l'animation de groupe utilisateur, on peut faire plein de choses. Et bien sûr, comme je le disais tout à l'heure, la formation. Faut vraiment se décomplexer par rapport à ça. Encore une fois, ça ne remplace pas. Ça vient en complément. Et là où on a même encore les principaux, les meilleurs résultats, c'est quand on est sur des formats blended où il va y avoir un présentiel ou un distanciel. Maintenant, les deux sont assez proches dans la manière d'intervenir. Enfin, pas la manière, mais en tout cas dans la philosophie. C'est en blended, c'est-à-dire un peu de micro-learning en amont d'un webinaire ou en amont d'une formation présentielle. Ça marche vraiment très bien. Et en aval aussi, parce que là où normalement vous mettez beaucoup de contenu en peu de temps, ben là vous distillez ce contenu sur un laps de temps plus long. Donc, ça permet d'ancrer, comme je disais tout à l'heure, la mémoire long terme. Mais en plus, vous avez ce coup de fouet à un moment donné avec cette vraie rencontre humaine, cette vraie discussion, ce vrai échange de pratiques, mais qui n'a pas apport à la théorie, mais plutôt à justement de la mise en pratique et du vrai échange humain. Donc, ouais, il y a plein de choses. Je pourrais en parler 2 heures, mais on n'a pas beaucoup de temps. Merci pour l'intérêt que vous y avez porté. Mais voilà, c'est vraiment un outil qui a le vent en poupe et qui devrait être intégré. Forcément, je suis impartial. Je suis partial, pardon. Vincent, 2 questions, les questions qui ont été posées d'abord par Karen, de manière très rapide, si possible, différence entre micro-learning et fast learning. Alors, très rapide, c'est vraiment une considération intellectuelle de spécialiste, mais dans les faits, c'est à peu près la même chose. Micro-learning, on dit, c'est formé entre 30 secondes et 3 minutes par jour, et fast learning, entre 3 minutes et 10 à 15 minutes. En gros, ce sont les mêmes outils quasiment, à part quelques exceptions. Vous avez des outils de pur micro-learning. Par exemple, il y en a un qui existe où pour allumer son téléphone, il faut répondre à une question. Pour réviser le bac, par exemple, pour les lycéens, c'est très bien, mais on ne forme pas des professionnels avec ça. À partir du moment où on n'est pas dans cette logique un peu gadget comme ça, c'est quasiment la même chose. Voilà. Merci Vincent. Et une deuxième question qui me semble aussi importante, et là peut-être plus pour Pascal, c'est est-ce que cela peut poser un problème que le collaborateur utilise son matériel personnel? Et là, pour moi, je vois de manière beaucoup plus large, c'est entre professionnel et personnel. C'est-à-dire, est-ce qu'on n'a pas un moment, la formation qui s'insère dans la vie personnelle? Et aujourd'hui, c'est un vrai sujet avec le télétravail, etc., entre vie personnelle et vie professionnelle. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Alors là, c'est une excellente question. Merci de l'avoir posée. Merci Anne. Merci Anne. C'est un très vaste sujet que l'on rencontre également dans le cadre de la période actuelle que l'on traverse avec le Covid et le télétravail, etc., avec les outils personnels, les outils professionnels. Alors, il y a 2 questions qui se posent. Il y a outils personnels, outils professionnels et temps de travail, hors temps de travail. Alors, il faut être effectivement très vigilant sur ces points. Et je pense que dans tous les cas, ça mérite un dialogue avec les partenaires sociaux sur ce point. Ouais. Et en précision, il y a effectivement, on peut pas tout faire à n'importe quoi. Il y a un droit du travail. Par contre, il y a aussi une envie parfois des collaborateurs. Et nous, on a des projets où ce sont les collaborateurs qui proposent même l'envie qui disent moi, je veux bien suivre la formation sur mon téléphone personnel. Après, il y a des accords de confidentialité, de data, etc. Mais c'est des choses qu'on arrive à gérer aujourd'hui. Mais c'est vrai que selon les organisations, c'est pas toujours évident. Il faut faire attention. Merci. Et n'hésitez pas à poser des questions pour le temps qui nous reste. On parle de la marque employeur et de l'intérêt pour le recrutement, pour la captation des talents. C'est ton domaine, Serge, la marque employeur? C'est mon domaine. Au niveau recrutement, oui. Alors je vais vous donner un exemple. Donc on a mis en place une académie RH Partner, le RH Partner qui existe depuis de très nombreuses années, avant que je sois présent évidemment, a mis en place en fait une académie d'entreprise qui permet d'offrir en fait toute une palette de formations qui correspondent à nos différents métiers.
et qui est très clairement une façon d'attirer les talents. Alors, d'attirer pour voir qu'effectivement, il y a une démarche construite de formation régulière et une démarche aussi de responsabilisation par rapport à ces formations, c'est-à-dire ça rentre pas simplement dans une logique d'entretien professionnel, mais aussi de catalogue. Et ça me semble important. Et surtout, ça a quand même comme objectif d'accompagner le développement des compétences des consultants, et pas que, sur leur métier, mais aussi sur les métiers connexes, puisqu'on est un cabinet qui travaille sur 4 grandes activités et pour lesquelles on a un maître mot. Alors, c'est les valeurs humaines, les valeurs de proximité, mais aussi de pouvoir avoir une polyvalence de compétences, puisque quand on travaille sur du recrutement, quand on fait de l'évaluation, on peut aussi travailler sur l'assessment dans d'autres contextes, sur l'évaluation dans le cas des mobilités internes, sur la formation également. Donc, on a tous ces sujets-là. Et ça permet aussi de faire travailler la curiosité, mais aussi la montée de compétences, et puis aussi d'unifier les offres et les pratiques au sein des différentes équipes. En tout cas, comme marque employeur, aujourd'hui, moi, ça me semble incontournable, mais pas simplement pour attirer, parce qu'il y a des cabinets qui aujourd'hui mettent en place des académies pour attirer des talents, mais il ne s'agit pas juste de les attirer et de les laisser comme ça, mais il faut les accompagner, et donc il faut que ça s'inscrive dans la durée sur cette approche qui mixe très clairement formation présentielle, formation e-learning, fast learning, j'en sais rien, mais en tout cas e-learning, et puis également qui permet d'intégrer vraiment un engagement de carrière, là où nous, on est sur des carrières de conseil RH, qui doivent s'inscrire aussi dans le long terme et aussi d'adaptation par rapport à nos besoins de nos clients, très clairement. Donc voilà une façon en tout cas que RH Partner porte et l'ensemble du réseau. Et ça nous permet d'avoir sur les plus de 130 salariés, d'avoir du lot commun et puis aussi de continuer à capter des compétences et des talents au sein de nos équipes. Alors, c'est intéressant ce que tu dis, Serge, parce que je connais un peu les académies d'entreprise, mais on peut se dire facilement qu'une académie, c'est dédié à des grands groupes. Tout à l'heure, Pascal, tu as nommé des grands groupes, Fiat, Accor et tant d'autres. Effectivement, on se dit ça doit être hyper coûteux, ça doit être hyper cher, c'est un projet de malade, ça met des années à se monter, il faut des outils, il faut des process, il faut des chefs de projet. Bon, bref, ça doit être hyper compliqué. Et toi, là, Serge, tu nous dis, en fait, pour 130, on l'a fait. Oui, alors, les équipes l'ont fait. Je pense que ça a demandé de clarifier et d'unifier les besoins aussi. Donc, ça a été un vrai travail qui a été réalisé pour bien comprendre quelles étaient les priorités, les enjeux de l'entreprise d'aujourd'hui, mais surtout de demain. Et ça, c'est un sujet pour chaque entreprise. Nous, on travaille essentiellement RH Partner avec des PME et des ETI. C'est leur sujet aujourd'hui. Et surtout, le coût, non, ça permet au contraire d'optimiser les coûts et vraiment de les réduire et de pas avoir… je vais donner un exemple précis. Hier, j'étais avec une équipe RH d'un très, très grand groupe, un des premiers majeurs de l'industrie pharmaceutique. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ils ont une fuite de budget pour faire plaisir à leurs collaborateurs, mais qui ne font pas sens par rapport à leurs besoins et aux besoins de demain. Et ce qu'ils m'ont demandé très clairement, c'est d'essayer d'être au plus proche et dans une approche individuelle, là où ils étaient dans une approche industrielle, de grands groupes, d'être plus dans une approche individuelle. Et pour ça, proposer et surtout accompagner le choix des collaborateurs, parce qu'en fait, ils ont un coût énorme de formation, mais qui ne servent pas. En tout cas, ils doivent servir, je ne sais pas en pourcentage combien ça sert, mais dans l'évolution et dans les perspectives de demain, qui ne servent pas. Et là, on est dans un grand groupe. Petit groupe, oui, au contraire, l'optimisation et avec les financements possibles. Là, le spécialiste du financement, c'est quand même Pascal qui reprendra dessus. Le petit groupe, oui. Par contre, il faut se mettre au travail. Il faut rentrer ça dans un vrai projet d'entreprise, de dire j'ai une problématique de recrutement. Est-ce que la formation, la mise en place d'une académie ou la mise en place d'un programme de formation peut capter aussi des talents? On est, nous, sur un marché du conseil RH qui est assez concurrentiel aujourd'hui sur l'accompagnement des entreprises. Si on veut capter, il faut donner aussi des éléments. Donc, on le gagne en coût au final sur le recrutement, sur la formation parce qu'on optimise la formation, et puis aussi parce qu'on peut trouver en travaillant de manière intelligente des optimisations de coûts et en mettant en commun et en travaillant sur les outils qui vont servir dans le long terme. Donc non, au coût, et il n'y a pas de petites entreprises. Pascal, qu'est-ce que tu en penses? Alors là, je souscris complètement
à ce que vous venez de dire tous les deux. Et effectivement, hein, vous savez que l'ensemble des entreprises ont des contributions obligatoires. Et donc, à minima, alors les grandes entreprises savent beaucoup mieux d'une manière générale, récupérer leurs contributions obligatoires, mais les petites entreprises ont tout à fait les outils nécessaires pour récupérer cette contribution obligatoire et donc générer le financement et les économies dans le domaine de la formation. Ça, c'est le premier point. Donc, on y reviendra tout à l'heure. Le deuxième point, dans ce que tu disais, c'est qu'on est passé, alors c'est le bottom-up et le top-down. Hein. On est passé d'un plan de formation général où on disait, bon ben voilà, on a 4% de la masse salariale à consacrer, allez hop, on va faire un petit truc, on va faire plaisir à tout le monde. Alors qu'aujourd'hui, c'est l'esprit de la réforme aussi, on est dans un plan individuel de développement des compétences. On doit être en situation et en capacité, alors c'est très ambitieux, hein, de proposer à chaque collaborateur un plan de développement de ses compétences, c'est-à-dire de lui donner une perspective de carrière et cette perspective de carrière, bien sûr, en lien avec la stratégie de l'entreprise. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, ça a beaucoup évolué. Mais aujourd'hui, l'académie d'entreprise et la formation riment avec performance, performance sociale, performance dans l'augmentation du capital humain, mais également performance économique. Est-ce qu'il y a des alors, question subsidiaire, est-ce qu'il y a des entreprises pour lesquelles ce n'est pas pertinent de monter une académie? Alors, au-delà de la taille, hein, quand on est 4 personnes, forcément, on ne va pas monter une académie, mais est-ce qu'il y a des boîtes, des secteurs, des domaines, des types d'entreprises dans lesquels on peut se dire ça ne va rien nous apporter? Alors, si vous voulez, il y a, à mon avis, il n'y a pas vraiment de taille critique. Après, l'académie d'entreprise, c'est comme un millefeuille. Hein. On va le voir un petit peu dans tous les échanges qu'on a eus et dans ce qu'on vous a présenté. Après, chaque entreprise, en fonction de sa stratégie propre, de son intérêt, de son stade de développement, peut choisir une partie du millefeuille, mais pas forcément l'exhaustivité de l'ensemble. Par exemple, si on prend aujourd'hui l'exemple du recrutement et du plan de relance avec toutes les incitations financières qu'il y a à l'embauche d'alternants, eh bien, ça peut très bien intéresser une toute petite entreprise, une micro-entreprise, voire même un artisan qui, dans le domaine du bâtiment, de la plomberie, qui aujourd'hui a des nouveaux contrats, mais n'a pas la main-d'œuvre. Eh bien, il peut très bien, via ces contrats d'alternance, qui sont amplement, pour ne pas dire intégralement financés aujourd'hui dans le cadre des aides du plan de relance, embaucher des jeunes et les former, etc. et développer, profiter de cette opportunité aujourd'hui pour développer son entreprise. Alors qu'évidemment, une entreprise plus importante sera en capacité, voire une entreprise à dimension internationale, va plutôt privilégier la mise en place de la mutualisation de l'ensemble des outils, la mise à disposition d'un catalogue de formation métier, une offre consulting pour développer, diversifier son approche marché et puis faire du transfert de compétences globales dans son entreprise, mais aussi hors de l'entreprise. Okay. Donc, ça fonctionne à toutes les échelles, à mon avis. Ok, très bien, c'est clair. Est-ce que, alors, ça fait déjà quelques minutes qu'on parle de coûts, de budget, de rentabilité, etc. Toi, je sais que tu as quelques points d'utilisation de financement, en tout cas de sources de financement. Alors, sans rentrer dans le détail, parce que déjà, on est dans un webinaire assez court, mais sans rentrer dans le détail, est-ce que tu peux nous les lister, que chacun puisse prendre sa photo et voir ce à quoi il peut, ce qu'il peut demander ou ce qu'il peut avoir? Tout à fait. Alors, effectivement, le financement, c'est toujours le nerf de la guerre. Et alors, il y a une multiplicité, effectivement, de sources de financement, de financeurs dans le domaine de la formation. Et dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle, il y a eu des profondes mutations, ça a beaucoup évolué, mais il y a aujourd'hui de nombreuses possibilités. Alors, la première chose en termes de financeurs, bien sûr, c'est ce qu'on appelle les OPCO, les opérateurs de compétences. Alors aujourd'hui, il y a une concentration, ça s'est passé en 2019, des anciens OPCA. Il y avait une vingtaine d'OPCA et aujourd'hui, ça s'est concentré aujourd'hui, il y a 11 OPCO, alors qui sont des OPCO qui sont très, très importants. Donc, première démarche pour chaque entreprise, voir à quel opérateur de compétences, à quelle branche professionnelle vous appartenez. Et bien sûr, ces opérateurs de compétences assurent le financement de la formation initiale et de la formation continue. Donc, il faut les appeler. Il faut absolument se mettre en contact avec eux, les contacter et voir comment votre entreprise
peut bénéficier de tout ce qui est mis en place. Voilà. Donc, et ça fonctionne évidemment en lien avec les branches professionnelles qui définissent aussi les programmes de formation et de manière paritaire entre des représentants des employeurs et des représentants des salariés. Donc, les OPCO, les branches professionnelles, ça, c'est la première voie d'entrée. Tout en sachant que, bien sûr, votre contribution obligatoire, que ce soit pour les 1% de la formation professionnelle continue et les 0,68% de la taxe d'apprentissage, sont aujourd'hui versés en direction de ces OPCO. Deuxième levier important de financement, c'est la taxe d'apprentissage. Alors, la taxe d'apprentissage, elle a beaucoup évolué. Aujourd'hui, les 87%, on peut peut-être passer à la diapo suivante, juste pour, voilà. Les 87% de cette enveloppe de taxe d'apprentissage sont dédiés au financement de l'apprentissage. Donc, autrefois, c'était des versements volontaires des entreprises en direction des CFA qu'elles souhaitaient financer. Aujourd'hui, des coûts-contrats spécifiques ont été définis par France Compétences sur les indications qui ont été données par les différentes branches professionnelles. Et donc, chaque type de formation, en fonction de sa durée, de son coût, de la localisation aussi, bénéficie d'un coût-contrat, donc un coût annuel par apprenti qui est versé au CFA. Donc ça, c'est la première partie. Et les 13% résiduels, eux, sont versés aux établissements du choix de l'entreprise, mais des établissements qui ne sont pas des CFA. Donc voilà l'évolution un petit peu, si vous voulez, de la taxe d'apprentissage. Alors, je fais un petit aparté à ce sujet. Aujourd'hui, il y a une forte incitation auprès des entreprises à la création de CFA internes. Cette création de CFA interne permet de récupérer une partie de cette enveloppe, puisque vous pouvez financer vos CFA internes sur l'enveloppe des 87%, par déduction, jusqu'à hauteur dans la limite de 10%, ce qui fait environ 8,7%. Et vous pouvez également récupérer une partie du solde grâce à des déductions possibles, on va dire, sur des dépenses affectées, notamment des dépenses de matériel. Donc, la création du CFA interne aujourd'hui permet de réaccéder, si vous voulez, à cette partie des 87% et des 13% de la taxe d'apprentissage. Donc, ce qui est quand même une forte motivation pour des entreprises qui n'auraient pas encore créé leur académie et pas encore créé leur CFA interne, c'est-à-dire pour bénéficier à la fois de ces financements de la taxe d'apprentissage, mais aussi de la possibilité de recruter en direct des alternants dont les coûts salariaux seront financés. Je rappelle, alors ça, c'est le petit schéma que vous avez à côté, à hauteur de 8 000 € pour les apprentis majeurs et de 5 000 € pour les mineurs. Et ce qui vous permet, si vous êtes une entreprise de moins de 250 salariés, d'accéder directement à ces financements. Et si vous êtes une entreprise de plus de 250 salariés, de justifier d'un taux d'alternant de 5% de votre effectif, alors d'un effectif d'alternant, d'un effectif moyen annuel, j'insiste bien, donc il y a une petite particularité dans le mode de calcul, de 5% de votre effectif annuel. Voilà. Par exemple, une entreprise de 20 000 collaborateurs doit recruter 1000 apprentis en effectif moyen annuel par an. Voilà. Petite question d'Anne, mais très importante. Est-ce que l'aide de 8 000 € est valable avec un contrat de professionnalisation et également pour un alternant de plus de 30 ans? Alors, contrat de professionnalisation, je pense, oui, à vérifier. Plus de 30 ans, non, ça doit s'arrêter à 30 ans. Alors, pour info, moi, j'en ai un dans mon entreprise qui a plus de 30 ans, on n'a pas eu l'aide. Voilà. Donc, merci de ta confirmation. Voilà. Mais par contre, il est très compétent, donc je le garde quand même. Mais c'est pas toujours l'argent. Ouais. Si vous avez des questions très pointues, de toute façon, Pascal pourra y répondre par la suite et vous envoyer un petit message. Et si on ne répond pas à toutes les questions, en tout cas, merci Anne pour votre question. Ouais. Alors ça, c'était… Oui. Pardon, je pensais que tu avais terminé sur la question financière. Ça, c'est le premier point. Donc, si vous voulez, donc les OPCO, bien faire un focus sur la gestion de votre taxe d'apprentissage. Pardon? On arrive au bout du temps, donc vraiment en 1 minute pour terminer. En 1 minute. Et puis, bien sûr, également, vous rapprocher de France Compétences pour connaître les coûts contrats des formations qui vous intéressent. Et puis aussi, des services de l'État, notamment la Directe. Alors, vous savez peut-être que la Directe a évolué. Et aujourd'hui, s'appelle la DRITS, puisqu'elle a intégré la direction de la cohésion sociale. Donc, la Directe, aujourd'hui, ça s'appelle la DRITS, depuis le 1er avril, est aussi un interlocuteur important. Voilà, j'en ai terminé. Alors,
C'est très bien, mais je voulais justement garder quelques minutes pour. Alors là, effectivement, tu as des choses intéressantes sur la partie Covid, mais j'aimerais garder ces 4 minutes, si tu veux bien, sur un dernier point. Parce que toi, je sais que tu as monté un kit, d'une certaine manière, de mise en œuvre. Et alors, il s'explique assez facilement, hein, si on peut l'afficher à l'écran. Il est en 2 étapes qui sont assez classiques, mais intéressantes. D'abord, une analyse de l'existant. Et puis après, étape 2, si on peut le passer rapidement, et on reviendra après sur la première, que je puisse, voilà, le déploiement. Donc, cette première étape, toi, tu as identifié un certain nombre de choses. Je me permets de les lire, pas de les détailler, parce que j'ai une autre question derrière qui peut intéresser ceux qui nous écoutent. Donc, quand on analyse l'existant, on regarde les besoins de formation, on voit comment on va pouvoir gérer, administrer tout ça, on va faire un état des lieux sur le financement dont tu viens de parler, on va intégrer des parties prenantes internes ou externes, avec donc une équipe projet et puis des organismes dont tu as parlé. Donc ça, c'est l'analyse de l'existant. Et dans le déploiement, ensuite, il faut forcément faire un cahier des charges, alors plus ou moins global, plus ou moins grand, plus ou moins petit, en fonction de la taille. Tu l'as expliqué, une petite boîte ou une grosse boîte, ça va forcément pas être la même. On va intégrer tous nos outils internes, les LMS, les TMS et le micro-learning, bien sûr, hein, jamais oublié. On va faire un business plan, on va le communiquer en interne et en externe. On va trouver, nous, nos relais internes et puis après travailler sur l'équipe. Donc, tout ça, OK, très bien. Ça, c'est ce que toi, tu mets en place. Quel est l'intérêt de faire appel à quelqu'un? Est-ce que c'est important de faire appel à quelqu'un comme toi, en l'occurrence, puisque c'est ton métier, tu nous l'expliquais depuis des années, pour mettre en place ce projet-là? Ou comme quelqu'un comme RH Partner, hein, une organisation comme RH Partner, quel est l'intérêt de faire appel à vous plutôt que de gérer tout seul? C'est très basique. Excellente question. Merci de l'avoir posée. Alors, si vous voulez, voilà, le monde de la formation et l'environnement de la formation est un monde complexe avec une multiplicité d'interlocuteurs et on va dire que voilà, ce monde complexe est encore complexifié, si vous voulez, avec la réforme de la formation professionnelle. L'intérêt de faire appel à un prestataire externe ou à un homme de l'art, etc., c'est vraiment d'une part d'avoir un diagnostic qui est vraiment tailor-made et adapté aux enjeux et à la dimension, à la taille et aux objectifs de l'entreprise, et ensuite de gagner en rapidité, en efficacité et en retour sur investissement. D'accord. Serge? Et après, oui, moi je peux compléter, c'est aussi mettre le sujet et avoir comment dire, un conseil qui va être consacré qu'à ça. Parce qu'une des problématiques qu'on rencontre, moi je la rencontre au quotidien avec les entreprises qui mettent en place ce genre de dispositif, c'est que le chef de projet, quand il y a chef de projet interne, il va faire ça parmi 25 000 choses. Et donc il va pas être consacré à ça, il va pas avoir le temps de recul, et à la limite on a un problème de coût. Ça va coûter beaucoup plus cher que faire appel à un professionnel et à un expert qui va se consacrer à ça et qui va sortir tout simplement un diagnostic et un choix et des options sur lesquelles il va être possible, dans un temps très court, d'embarquer l'ensemble de l'entreprise. Et je pense que c'est important d'embarquer l'ensemble de l'entreprise dans ces sujets-là, hein, et pas simplement les spécialistes. Tout à fait. Embarquer et fédérer. Et donc, d'une certaine manière, je simplifie peut-être à l'extrême, mais on a dit tout à l'heure qu'une académie d'entreprise, ça permettait de faire des économies, d'une certaine manière. Alors, pas forcément sur le premier mois, mais à moyen et long terme. En fait, vous accélérez cette économie, d'une certaine manière. Oui, complètement. À mon sens, oui. À mon sens, oui. Après, il faut des circuits de décision qui aillent assez vite, hein, pour poser les choses. Mais à partir du moment où il y a une décision, et donc ça veut dire aussi dans le diagnostic, c'est aussi embarquer, hein, et je reprends ce terme-là, la direction générale, et pas simplement un sujet RH, mais ça peut être aussi un sujet beaucoup plus large, hein, comme on l'a dit, hein, on a dit les différents piliers, hein, ils sont bien là pour expliquer. Mais oui, évidemment, l'optimisation des coûts, mais là aussi, ça doit faire partir du diagnostic. Combien au final on va gagner grâce à cette idée pas nouvelle, mais avec des outils nouveaux, bien intégrés et bien travaillés dans l'organisation qui vont permettre effectivement de gagner autant, par exemple, sur l'e-learning, en
complément, mais l'e-learning juste comme ça, sans projet, ça n'a pas tellement de sens dans une entreprise. En tout cas, moi, c'est les échanges que j'ai avec les entreprises aujourd'hui. Je pense que tu as les mêmes, toi, de tes activités. Tout à fait. Pour compléter un petit peu ce que dit Serge, il y a plus, c'est le double ou le triple effet qui se coule. Hein. Il y a des effets immédiats, effectivement, donc de court moyen terme, hein, à 6 mois, 1 an, sur le fait qu'on va redonner, si vous voulez, de l'oxygène au budget de formation et qu'on va faire plus avec moins. Dans le cas de tous les éléments qu'on a donnés, notamment la digitalisation, la mise en réseau des compétences de l'entreprise et de faire appel à des partenariats externes. Et après, dans le cadre d'une GPEC globale, il y a des effets de moyen terme et de long terme, c'est-à-dire qu'on va faire augmenter en compétences, en visibilité l'entreprise et on va lui permettre aussi de se développer et de gagner de nouveaux marchés. Mais ça, si vous voulez, c'est un peu le double effet qui se coule. D'accord. Donc, merci. Très bien, c'est très clair. On sait maintenant qu'il faut faire appel à des gens comme vous. Voilà. Merci. Merci comme toi, Vincent. Et comme toi, Vincent. Merci beaucoup. Il est 10h, donc on avait prévu 9h à 10h. Le sujet, en tout cas, vous avez compris, il nous passionne, autant Vincent Pascal que moi. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter directement. Hein, vous avez la plaquette qui a été envoyée, qui vous sera envoyée de présentation, hein, de l'ensemble. J'espère que ce sujet va aussi vous intéresser. N'hésitez pas à nous solliciter. Et puis, prochain rendez-vous sur un e-café, cette fois-ci juridique, avec Pascaline Laroche, hein, de Factory Avocat, avec qui on a déjà eu plusieurs rendez-vous et qui sera sur l'activité partielle de longue durée, qui est un vrai sujet aujourd'hui au moment où on pose la reprise dans nos bureaux. Il n'empêche qu'il va y avoir quand même du travail à temps partiel et de longue durée pour certains secteurs. En tout cas, merci beaucoup à Vincent, merci beaucoup à Pascal. Merci à vous. Et puis, on se retrouve très vite, donc le 1er juin pour le prochain e-café juridique. Et passez une très bonne journée et prenez soin de vous toujours. Merci. Et petite précision, Pascal est testé et moi j'ai testé et également vacciné. Donc c'est pour ça qu'on a pu être comme ça sans masque. Rassurez-vous. Voilà. Très très bonne journée à vous. À très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.